Autre classe pharmacologique, les dérivés nitrés. Dérivés nitrés, à nouveau, les objectifs pédagogiques parfaitement superposables. Je pense que le cours précédent sur les antagonistes calciques vous a bien montré vous en a apporté la démonstration. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la pharmacodynamie pour comprendre les indications thérapeutiques. On a fait de la pharmacodynamie pour comprendre les effets indésirables. Ici, on va faire de la pharmacodynamie pour comprendre et mémoriser les indications thérapeutiques, une essentiellement, insuffisance coronaire, et on va essayer de comprendre la pharmacocinétique pour comprendre les différentes molécules. C'est un des rares cours où on fera autant de pharmacocinétique. Donc finalement, on en fait relativement peu dans les différentes classes de cardio. Le plan est exactement le même, mais n'apparaît plus l'hypertension, n'apparaît que l'insuffisance coronaire. Et juste un petit mot, un petit problème de vocabulaire. Hein. Souvenez-vous, seul le patient est coronarien. Voilà. La maladie coronaire, la circulation coronaire, le réseau coronaire, l'artère coronaire, tout est coronaire, mais seul le malade est coronarien. Ne me dites pas la circulation coronarienne, l'artère coronarienne, non. Puis vous apprendrez ça en cardio. Alors on revient sur la même diapo hein, que celle que je vous ai présentée. Donc je la représente très vite. L'insuffisance coronaire est un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène. Le plus souvent, c'est une sténose d'une artère qui limite les apports. Les trois facteurs de consommation d'oxygène sont la tension pariétale, la contractilité et la fréquence cardiaque. Et dans la formule de la tension pariétale, P correspond à la pression télésystolique du ventricule gauche, alors que R correspond au volume télédiastolique du ventricule gauche. Tout ça, c'est pour bien vous faire les connexions avec ce qu'on vous a dit en physiologie. Je ne m'étends pas puisqu'on en a parlé avec les antagonistes calciques. Je vous rappelle ici que la manière de traiter, c'est soit lever de l'espasme, soit dilater. Voilà les cibles des dérivés nitrés. Voilà comment ils vont agir. La cure de sténose, c'est interventionnel, c'est de l'angioplastie. Le développement de la circulation collatérale, c'est de l'entraînement physique. Donc deux manières d'augmenter les apports, et puis vous verrez une manière de baisser les besoins. Donc, les dérivés nitrés sont des médicaments d'insuffisance coronaire intéressants. On revient maintenant à la pharmacodynamie et au niveau cellulaire et moléculaire. Et vous voyez exactement comme pour les antagonistes calciques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des relaxants de la cellule musculaire lisse vasculaire, CMLV. Ce sont des vasodilatateurs endothélium indépendants, exactement comme pour les inhibiteurs calciques, les antagonistes calciques. Pourquoi c'est intéressant de dire que c'est endothélium indépendant? C'est intéressant parce que l'endothélium est abîmé dans la maladie d'athérosclérose et pourtant vous avez besoin de dilater ces artères-là. Donc vous pouvez shunter cette partie-là. De manière extrêmement schématique, une couche de cellules endothéliales dont on sait qu'ils libèrent du NO, mais les dérivés nitrés sont des donneurs de NO. Le NO diffuse dans la cellule musculaire lisse, sa cible est la guanylate cyclase. Le second messager est le cyclique GMP. Et le cyclique GMP, par un certain nombre de mécanismes que je vais vous détailler, provoque la relaxation de la cellule, donc la vasodilatation. Et là, ce que je vous montre, c'est bien une cellule musculaire lisse vasculaire. Ça n'est pas une cellule cardiaque. Oubliez les effets directs du NO sur la cellule, sur le myocyte cardiaque. Pour vous, dérivé nitré égale cellule musculaire lisse vasculaire. Je vous dis ça parce qu'à force de faire des cours et de corriger les copies, je vois un peu où votre raisonnement déraille. Donc là, je vous remets sur les rails. Mécanisme d'action. Mécanisme d'action, la nitroglycérine, molécule phare des dérivés nitrés, se fixe sur des radicaux SH. Ces radicaux SH, on les trouve où? On les trouve sur les protéines membranaires de ces cellules. Et qu'est-ce que ça donne? Une oxydation d'un radical.
SHCONO2. Ces groupes RSNO, qu'on appelle des nitrosotiols, sont des donneurs de NO. Voilà. La manière dont une molécule est capable d'aller apporter du NO à une cellule. Et le NO, vous savez tout ce que c'est, on vous en a beaucoup parlé en PACES et même en ce moment. On rappelle, prix Nobel 98, c'était la période des Nobel il y a un mois. Et donc, toute augmentation du NO va activer la guanylate cyclase, donc va augmenter le cyclique GMP. Et là, vous avez une balance entre un effet relaxant, j'augmente les kinases G cyclique GMP dépendantes et je diminue les kinases C. Et avec ça, je sais que je relaxe ma cellule musculaire lisse. De manière additionnelle, on diminue la phospholipase C, on diminue la sensibilité des protéines contractiles au calcium. Voilà les 4 grands mécanismes de relaxation de la cellule musculaire lisse vasculaire, qui sont tous dépendants du NO. Donc vous pouvez dire, pour vous, nitroglycérine, donneur de NO, rôle des groupes nitrosotiols de la membrane, confère tout le mécanisme que je connais sur la cellule musculaire lisse et sa relaxation sous NO. Pour ceux qui aiment bien les petits schémas, on les trouve ici. Le cyclique GMP, qui va diminuer la kinase C, qui va diminuer la phospholipase C, qui va diminuer la sensibilité des protéines contractiles au calcium. Et encore une fois, on est bien dans la cellule musculaire lisse vasculaire, on n'est pas dans le myocyte cardiaque. Alors, il y a un problème quand même, ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance aux dérivés nitrés, et finalement, ça sera la seule classe pharmacologique pour laquelle on va parler de tolérance. Voilà. Comment se développe-t-elle? Je vous donnerai quelques mécanismes plus tard. On le verra. Mais le problème, c'est que c'est un épuisement de l'effet. Donc elle est prévenue par une prise séquentielle de dérivés nitrés. L'idée étant de recharger les groupes soufrés pour refaire des groupes nitrosotiols. Il n'y a pas de tachyphylaxie. Tolérance, tachyphylaxie, c'est le même mot. Hein, c'est la diminution d'un effet à même stimulation. Il n'y a pas de tachyphylaxie avec un médicament qui s'appelle la molsidumine, vous verrez. Et puis, à côté de cette vasodilatation qui fait intervenir surtout le GMP cyclique et le phénomène NO, je suis obligé de vous dire que oui, il y a d'autres mécanismes. On peut inhiber la thromboxane synthétase, on peut augmenter les prostaglandines vasodilatatrices. Donc il y a un schéma qui n'est pas purement NO, mais qui est prédominant NO. Donc avec ça, vous avez ce qu'il faut pour comprendre la suite. Donc on a dit mécanisme cellulaire de relaxation de la cellule. Où va-t-elle se trouver, cette cellule musculaire lisse? Eh bien, elle va se trouver d'abord sur les veines. Vasodilatation des veines. Vasodilatation veineuse. La vasodilatation veineuse, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, ça entraîne une diminution du retour veineux. Donc il faut bien que vous compreniez que les veines, c'est un système capacitif. Si vous dilatez, si vous relaxez les propriétés mécaniques de ce système capacitif, vous augmentez la capacitance. Si vous augmentez la capacitance, vous augmentez la quantité de sang contenu dans les veines et vous diminuez d'autant le retour veineux. Parce que pour que le sang revienne au cœur, il faut que les veines se contractent et il faut que le volume soit réduit. Donc on va diminuer le retour veineux. C'est bon de diminuer le retour veineux parce que ça diminue la précharge. Ça diminue le volume télédiastolique du ventricule gauche dont on sait que c'est un facteur de tension pariétale et de consommation d'oxygène. On va aussi baisser la pression de remplissage du ventricule gauche. Donc, dérivés nitrés, 1, les veines, cible privilégiée, et au travers de essentiellement le mécanisme qui porte sur la tension pariétale, P et R, les deux mécanismes, le volume et la pression de remplissage, on diminue la consommation d'oxygène. Ça, c'est une première notion. La deuxième notion, tiens, pourquoi est-ce que ça paraît comme ça? Ouais. La deuxième notion, c'est que
Ce n'est pas seulement les veines, c'est les artères. Mais attention, les artères seulement à beaucoup plus forte dose. Ce ne sont pas des vasodilatateurs artériels systémiques d'emblée. Ce sont d'abord des vasodilatateurs veineux. Souvenez-vous bien de ça. Alors évidemment, quand les doses augmentent, on augmente la compliance artérielle, on diminue la pression télésystolique, on diminue la post-charge et on diminue aussi la consommation d'oxygène. Mais pas pour des doses habituelles. Donc on conclut de ça que les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs artériels et veineux. Première étape de la réflexion. Mais on va plus loin, parce que ce qui nous intéresse, c'est les coronaires. Souvenez-vous, ce que l'on veut, c'est dilater les coronaires pour augmenter les apports en oxygène au myocarde. Eh bien, les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs coronaires, en particulier de ce qu'on appelle les gros troncs coronaires épicardiques. Les gros troncs coronaires épicardiques, c'est ce que vous voyez à la coronarographie. Et pas seulement cela, des artérioles intramyocardiques, c'est-à-dire celles qui vont partir des gros troncs épicardiques et qui vont rentrer dans le myocarde. Avec deux effets, ce qu'on appelle un effet direct, endothélium dépendant, NO, incluant la levée de spasme, dilatation de l'artériole par relaxation de la cellule musculaire lisse vasculaire, et puis aussi un effet indirect, parce qu'il existe un phénomène, ce qu'on appelle de vasodilatation flux dépendante. J'ai dilaté en aval, j'ai augmenté la quantité de sang à ce niveau, j'augmente la vitesse du sang, j'augmente le shear stress, contrainte de cisaillement, je libère du NO et je rentre dans un cercle vertueux. Enfin, pas forcé de rentrer dans ces détails-là, mais retenez bien, vasodilatation des gros troncs coronaires épicardiques et des artérioles intramyocardiques. Excellent. Et il n'y a pas de phénomène de vol, parce que le sang se redistribue vers les zones ischémiques. Et ça, c'est bon, ça. Le sang va là où on en a besoin. Et en même temps, le sang se redistribue des régions sous-épicardiques vers les régions sous-endo. Tout simplement parce que la tension pariétale a diminué. Donc, le myocarde peut s'expandre, dilater les artères et permettre au sang de rentrer à l'intérieur. Donc, tout ça diminue le travail sous-endocardique. Résultat, forte augmentation des apports en oxygène. Conclusion, les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs artériels coronaires et veineux systémiques. Donc vous voyez que le mot systémique, aux doses habituelles, a disparu pour le système artériel. C'est un artériel coronaire et c'est un veineux systémique. Et avec ça, je diminue les besoins au système veineux, j'augmente les apports avec le système artériel. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par vous expliquer les antagonistes calciques avant de passer aux dérivés nitrés. Et vous voyez bien la différence entre les deux maintenant. La réduction de l'ischémie, elle va passer par la diminution de la consommation d'oxygène et par l'augmentation des apports. Voilà. Je vous redis sous quantité de forme plusieurs fois, mais au moins avec ça, vous avez les idées claires. Alors maintenant, on passe à la pharmacocinétique. Il y a un petit problème avec les dérivés nitrés, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un fort effet de premier passage hépatique. Voilà. L'absorption des dérivés nitrés, c'est évidemment oral, mais ça peut être aussi cutané et sublingual. Et vous allez comprendre pourquoi ça peut être intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a un fort métabolisme hépatique avec l'intervention de ce qu'on appelle une dénitration, une glutathion S-transférase. Et si vous donnez de la trimnitrine, ben vous aurez un dérivé dinitré et un nitrate. Si vous donnez un dérivé dinitré, vous aurez deux dérivés mononitrés. Et toute la question, c'est d'essayer de contourner cet effet de premier passage hépatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de premier passage hépatique? Ben, vous le voyez là. Le médicament est administré par voie orale. Il rentre dans le système intestinal. Il est absorbé par la veine porte. Il est absorbé et conduit par la veine porte au foie.
Là, il subit son métabolisme hépatique et il est redistribué par les veines sus-hépatiques à la circulation générale. Et après ce premier passage, il rentre dans la circulation périphérique. Maintenant, un moyen de shunter ce système, c'est de le donner sous la langue. C'est de le donner par patch. À ce moment-là, vous allez le faire passer par le réseau veineux sous-cutané, les veines sublinguales qui vont aller dans les veines caves inférieures, et vous shuntez le système de la veine sus-hépatique, de la veine cave inférieure, et vous allez directement au niveau du cœur droit puis du cœur gauche. Et vous repassez dans la circulation périphérique. Alors évidemment, n'oubliez pas qu'après, l'artère hépatique, elle va perfuser le foie. Mais vous aurez diminué ce premier passage. Donc, quand il y a un fort premier passage hépatique, qu'est-ce qu'on a? On diminue la biodisponibilité, on se retrouve avec des tout petits pourcentages de la dose totale, les concentrations plasmatiques baissent, et en fonction de l'activité des enzymes et de la variabilité de l'activité des enzymes, les concentrations plasmatiques varient d'un individu à un autre. Donc, chaque fois que vous entendez le mot fort effet de premier passage hépatique, vous dites « Oh là, je ne vais pas trop savoir ce que je fais. D'un patient à un autre, je risque d'avoir des grosses fluctuations de concentration. » Alors, comment est-ce qu'on l'évite? Je vous l'ai déjà dit un petit peu. On peut donner la voie sublinguale, ou transdermique, ou parentérale, bien entendu. On peut donner des fortes doses de trinitrine pour bloquer tout le système d'entrée. Voilà, on sature les phénomènes enzymatiques. On peut répéter les doses, qui revient un peu à une saturation. On peut utiliser des galéniques retard, qui revient aussi, pareil, à saturer en permanence le système et à augmenter les concentrations. Et puis on peut dire, finalement, on va se trouver à la fin du système de dénitration, donc on va donner des dérivés mononitrés. Voilà, on donne du mononitrate d'isosorbine, Monicor, ou on donne de la molsidumide qui évite ces systèmes-là. Voilà, pour la raison pour laquelle, dans les dérivés nitrés, vous entendrez parler de trinitrine, vieux médicaments, Risordan, plus moderne, Monicor, encore plus moderne, et molsidumide. Les effets indésirables, c'est un vasodilatateur, donc comme tous les vasodilatateurs, il entraîne des céphalées, des vasodilatations cutanées avec beaucoup de chaleur, qu'on appelle le flush, un érythème, j'aurais pu dire rougeur du visage, en fait, ça peut être rougeur de partout sur le corps. Ça peut faire chuter la pression artérielle à forte dose. Ça peut entraîner une hypotension orthostatique chez le sujet âgé, favorisé par l'hypovolémie. Et le syndrome de sevrage peut apparaître si on ne conduit pas, on n'organise pas un arrêt progressif. Et enfin, la méthémoglobinémie, vous verrez ça dans toutes les questions, survient à forte dose, mais ça, je ne vous en parle pas forcément. Le phénomène de tolérance. Le phénomène de tolérance est un phénomène qu'on appelle tachyphylaxie, échappement. Qu'est-ce que c'est? C'est la nécessité d'augmenter progressivement les doses pour obtenir un effet stable dans le temps. Ou bien d'avoir des effets de moins en moins marqués avec la même dose au fur et à mesure du traitement. Donc ce phénomène de tolérance est un vrai problème. Donc, vous avez compris, on a à la fois l'effet de premier passage hépatique et le problème de tolérance. Ce qui fait que, par exemple, on pensait utiliser des dérivés nitrés dans l'hypertension artérielle, et puis on a un petit peu abandonné pour cette raison-là. Et puis, ce sont des médicaments qui entraînent beaucoup de céphalées quand même. Bon, pour ceux que ça intéresse, mais là, franchement, ça n'est pas du niveau de la deuxième année. On pourrait utiliser des antioxydants parce que probablement que des phénomènes d'oxydation interviennent dans la survenue de la tolérance. Les contre-indications absolues. N'oubliez pas, c'est des vasodilatateurs puissants et à forte dose, vasodilatation artérielle systémique. Donc hypotension sévère, état de choc. Contre-indication. Contre-indication, traitement concomitant par le Viagra, sildenafil. Donc, sildenafil chez quelqu'un qui est un insuffisant coronaire, qui prend régulièrement des dérivés nitrés, il faut faire attention, il faut bien lui expliquer. Si vous prenez le Viagra, eh bien vous reportez vos dérivés nitrés.
Contre-indication relative, les cardiomyopathies obstructives. Pourquoi? Parce qu'un gradient de pression s'est organisé entre la chambre de chasse du ventricule gauche et l'aorte, et que vous diminuez la force de ce gradient de pression, donc vous pouvez faire chuter la pression artérielle. Et puis on revient toujours dans les interactions médicamenteuses. À la limite, s'il y a une interaction médicamenteuse à connaître, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la PDE5. Je vous ai remis en petite cartouche là ce que c'est que le sildenafil. Je ne sais pas si vous avez eu des cours ou si vous en aurez. Mais globalement, c'est de la pharmacologie tout à fait claire et spécifique. Qu'est-ce que c'est que le sildenafil? C'est un inhibiteur puissant et sélectif de la PDE5, spécifique du cyclique GMP, du corps caverneux, impliqué dans le processus érectile. Ça n'a pas d'effet direct relaxant sur les cellules musculaires lisses du tissu caverneux, mais vous avez dû apprendre ça. Stimulation sexuelle, libération de NO, libération de GMP, libération de NO, donc activation de la guanylate cyclase, donc libération de cyclique GMP, donc fabrication de cyclique GMP et dilatation du sinus caverneux et érection. Et si vous rajoutez du Viagra à ce moment-là, vous bloquez la destruction. Donc c'est un phénomène de renforcement et c'est très, c'est très synergique. Maintenant, si vous donnez un dérivé nitré, très bien, il ne va pas se passer grand-chose au niveau de l'érection ou du sinus caverneux, mais du tissu caverneux. En revanche, vous risquez d'avoir une chute de tension artérielle parce que vous avez une vasodilatation périphérique. Donc, dérivé nitré, interaction médicamenteuse, inhibiteur sélectif de la PDE5. Là, je vous ai mis le sildenafil, Viagra, mais il y en a d'autres. Et on a fini avec les dérivés nitrés. On va garder 5 minutes pour la digoxine. Et oui. Arrêtez ou